D'abord, merci beaucoup, Manon Massé, d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Je faisais un petit mot d'introduction avant votre arrivée là, pour expliquer un peu qu'est-ce que c'était là, la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques en Centre-Sud qui occupe une bonne part de cette circonscription-là. Là. Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est un peu plus large là, au niveau de Montréal, quartier latin, et plateau un peu, mais quand même, vous représentez vous représentez les gens du Centre-Sud, assurément, là, peut-être une petite partie à l'Est là, en moins. Mais on est bien content que vous soyez là. Et ce que j'expliquais aussi, c'est que les membres du groupe donc, de solidarité et d'entraide du quartier, on avait eu un sondage où les gens devaient voter pour la personne qui voulait le plus entendre. Et vous avez été la personne qui est arrivée en haut de la liste. Donc, bravo. Donc, ça montre que les gens du quartier vous apprécient beaucoup. Et on a eu quelques questions qui ont été posées. Donc, on va avoir quelques minutes d'échange là ensemble. Et je voulais rappeler à ceux et celles qui le souhaiteraient intervenir aussi de le faire en commentant en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre vos questions et ça va me faire plaisir d'essayer de les insérer là, dans la conversation. Alors, tout d'abord, Manon Massé, comme première question, et c'en est une vraie, c'en est une qui nous a été posée et que je trouve très légitime. La première question, comment ça va? Comment ça va, Manon Massé, dans la situation actuelle? C'est gentil de se préoccuper de comment je vais. Je vous dirais que paradoxalement, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Nos concitoyens vivent des situations extrêmement difficiles, anxiogènes. Les groupes communautaires se retrouvent aussi dans toutes sortes de situations. Hop, là, vous allez voir mon chat, vous allez vraiment voir qu'on est chez moi. Oui. Et donc, c'est ça, une chance que j'ai mon chat, mon fils, qui permet de se rappeler que la vie est toujours là, puis c'est important de l'honorer à chaque instant. Fait que donc, globalement, je vais très bien. Bon, c'est une très bonne chose. On est très content d'entendre ça, parce que certains se demandaient, et avec raison, de dire, mais qu'est-ce que c'est le travail d'une députée dans une situation comme la situation actuelle, qui est inédite, là. Je veux dire, on n'a jamais eu à vivre ce genre de situation-là, de confinement, que nos leaders politiques soient confinés, nos représentantes soient confinés comme ça. Comment a évolué votre travail? Qu'est-ce que vous faites présentement? Quel est le genre de tâches, d'actions qu'on vous demande de faire, d'appels que vous recevez? À quoi ça ressemble, votre quotidien, Manon Massé? Premièrement, puisque le dernier mois a été un mois de grande insécurité pour les gens, un mois de grande réorganisation, c'est vrai pour la société, c'est vrai pour notre travail, y compris le travail de député. Je vous dirais à partir du moment où le Parlement du Québec a été fermé, mais là, toute notre énergie est concentrée dans la circonscription parce que les gens utilisent soit les moyens technologiques comme notre page Facebook, le courriel pour nous poser des questions, nous partager leur appréhension, nous expliquer comment ils se trouvent actuellement dans l'échiquier de cette réorganisation-là. Bref, ils sont inquiets et on est là pour essayer de répondre à leurs questions, les rassurer. J'ai une équipe extraordinaire, 3 femmes qui répondent à vos questions, à vos appels, qui essaient de faire le plus vite possible pour y répondre et y répondre avec l'information qu'on a parce que, comme vous, on n'a pas toujours l'information. Ma job, c'est aussi, avec mon équipe, d'assurer que nos concitoyens puissent se nourrir, puissent se loger, puissent vivre en sécurité. On sait qu'on cohabite dans le quartier avec plusieurs personnes qui vivent dans la rue. Alors donc, la crise les touche particulièrement. C'est d'être présent et présente aux groupes qui les soutiennent, les banques alimentaires. On a fait beaucoup de travail pour nous assurer que les banques alimentaires allaient avoir ce qui était nécessaire pour pouvoir aider les gens. Bref, c'est comme si on fait notre même travail que d'habitude. C'est ça le travail d'un député, c'est d'aider les gens, d'aider les groupes de sa circonscription. Sauf que là, ce qu'on vit généralement dans l'espace d'un mois ou deux, là, on le vit dans la même journée. Alors donc, ça met énormément de pression.
Mais l'équipe que je salue le fait très bien, soutient très bien. Puis moi, de mon côté, bien sûr, comme vous le savez peut-être, je suis en contact, la gang de mon cabinet comme chef parlementaire, on est en contact quotidien avec le bureau du premier ministre. Je parle au premier ministre 2 fois par semaine. Bref, on essaie de passer au travers de cette situation-là ensemble. Parce qu'effectivement, vous dites, c'est bon, le quartier ici, il y a plusieurs défis, là, des enjeux sociaux qu'on a qui ne sont pas particulièrement reliés à la crise actuelle, mais que la crise actuelle vient exacerber d'une certaine façon, particulièrement les gens qui sont en situation d'itinérance, qui sont vraiment frappés là, par cette situation-là. On l'a vu là, qu'à partir du moment où la maladie peut se propager, ça peut rejoindre des gens dans ces communautés-là qui ont peut-être moins facilement accès au service. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers, là? Ça en est un, mais des enjeux qu'on voit que présentement, dans la situation actuelle, ça rend les choses moins évidentes, là, parce que les intervenants sont peut-être moins disponibles, moins présents, il y a des organismes qui sont peut-être pas en mesure d'offrir leur service à pleine capacité, j'imagine. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que à partir du moment où la santé publique a demandé d'interdire tous les rassemblements, les lieux qui ont plusieurs personnes, ben, inévitablement, les groupes communautaires ont été fermés et on le sait, le rôle important qu'ils jouent dans un quartier comme le Centre-Sud, mais c'est aussi les commerces, c'est aussi le Centre-Sud, c'est une dizaine de salles de spectacle. C'est aussi des lieux de rencontre, bars, restaurants, etc. Donc, c'est beaucoup de monde qui ont dû arrêter complètement de vivre, entre guillemets, depuis la période intense de confinement. Dans les écoles, les garderies, tout ça, mais je veux dire, le milieu du Centre-Sud est un milieu qui est sur le moment, est sur pause depuis déjà maintenant 2 semaines. Et ça, c'est inquiétant pour la suite des choses. Mais bref, pour le moment, le travail qu'on a fait surtout, je vous dirais, c'est de s'assurer que les banques alimentaires puissent donner des services parce que c'est plusieurs milliers de chômeurs, chômeuses qui se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain en attente d'un chèque. Le chèque est toujours pas rentré. Là, oui, les formulaires ont pu être remplis cette semaine, mais le chèque n'est pas encore rentré. Quelques-uns ont commencé à rentrer. C'est pas tous les propriétaires non plus qui sont très collaborateurs. Il y a de nos concitoyens qui nous ont fait part que les propriétaires les ont harcelés pour avoir leur paiement à partir du 1er avril. Fait que c'est, je dirais, les enjeux alimentaires, les enjeux pour les personnes itinérantes, vous avez nommé, mais l'enjeu principal, c'est que ces gens-là, non, tu sais, nous, on est confinés, mais on a un toit là, sur notre tête. Là. On est confinés dans nos maisons, mais les autres, ils n'ont pas de maison. Quand ils rentrent dans les refuges, ils doivent ressortir le lendemain matin. Donc, ça, rapidement, on a essayé, en collaboration, bien sûr, avec Santé et Services sociaux, la Ville de Montréal, de faire en sorte d'offrir un minimum, parce que c'est jamais le maximum, d'offrir un minimum pour permettre à ces gens-là de vivre une certaine forme de distanciation là, pour pas se mettre en danger les uns les autres. Et très rapidement, la question du manque de revenus pour plusieurs personnes est devenue criante. Plusieurs gens dans notre circonscription vivent d'un chèque à l'autre, d'un chèque de paye à l'autre. Et donc, là, c'est depuis le 15 mars que tout s'est arrêté. Et donc, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, moi, dans mon travail plus avec le gouvernement du Québec, c'est de m'assurer que personne tombe d'un crack. Et jusqu'à maintenant, ben, il y a encore des gens qui tombent d'un crack. Là. Parce que c'est intéressant, ça. Enfin, c'est intéressant. Ça soulève des questions intéressantes quand on a observé que quelqu'un, quelque part, s'est dit, bon, on met le montant à 2000 $, l'aide d'urgence fédérale. On dit, bon, ben, on va allouer 2000 $. Quelqu'un a calculé que c'était ça que les gens avaient besoin, ceux qui avaient perdu leur emploi, pour faire face à la musique, d'être en mesure de pouvoir couvrir les comptes, payer l'hypothèque, payer le loyer, se nourrir et faire en sorte qu'on garde la tête au-dessus de l'eau pour finalement ne pas engorger le système de la santé davantage. On a d'autres problèmes qui se présentent.
Et là, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des gens qui gagnaient déjà pas ce 2000 $-là, qui fournissaient des services essentiels, qui étaient sous la ligne de front, hein, des gens dans les résidences, des gens qui offrent des services dans le milieu communautaire. On a une question, entre autres, de Trépanier qu'on va poser dans quelques instants. Mais ça, on a comme eu une prise de conscience que moins de 2000 $, les gens ont de la misère à s'en sortir. Et ça, c'est un enjeu qui perdure depuis longtemps. Il y a des gens qui vivent avec quelques centaines de dollars par mois et on estime que c'est suffisant pour que ces gens-là reconstruisent leur vie et trouvent des solutions à leurs défis. Est-ce que ça collectivement, il n'y a peut-être pas une sonnette d'alarme où ça éveille peut-être pas certaines consciences de dire qu'il faut repenser un peu ce qu'on a de besoin comme seuil minimal et qu'il y a des gens effectivement qui tombent dans des cracks qui n'ont pas accès à ce qu'aujourd'hui, parce que tout le monde, une grande partie de la population est affectée, qu'on se rend compte que c'est ça qui est comme la barre qu'on aurait de besoin pour vivre dignement, là, mais pas vivre richement. Là. Donc est-ce qu'on pense que ça va éveiller certaines consciences, là, puis peut-être qu'on peut faire du chemin là-dessus pour repenser là, notre conception de ce que ça demande comme seuil minimal pour vivre, tout simplement? Moi, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Tu sais, je veux dire, avant la crise, une crise sanitaire, donc au niveau de la santé, avant cette crise-là, les inégalités sociales étaient là. Le salaire minimum ne permettait pas aux gens qui travaillaient 40 heures d'atteindre le seuil de pauvreté. Je veux dire, ça, c'est un état de fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à Québec solidaire, on se bat depuis tant d'années pour s'assurer que le salaire minimum permette d'atteindre minimalement le seuil de faible revenu pour permettre aux gens de travailler et de pouvoir, je dirais, vivre dans la dignité. Mais lorsque la crise vient nous faire prendre conscience, j'espère, collectivement, c'est que plusieurs de ces emplois-là sont des emplois essentiels. Que ce soit les gens dans les restaurants, que ce soit les gens dans les épiceries, que ce soit les gens qui font la livraison de nourriture ou la livraison pour la chaîne d'alimentation. Bref, plein de gens qui ne gagnent pas assez pour être capables de vivre, mais pourtant, ils sont payés au salaire minimum. Alors, c'est sûr que quand M. Legault a annoncé qu'il allait bonifier les salaires des préposés aux bénéficiaires, notamment dans le système privé, parce que les salaires étaient trop bas, ces gens-là, ça fait des mois et des mois que Québec solidaire ne cesse de répéter qu'il faut payer adéquatement les gens qui prennent soin de notre monde. Mais là, c'est comme si, effectivement, tout ça est devenu, j'espère, assez évident que lorsque, notamment pour la fonction publique, lorsqu'il sera le temps de finaliser les négociations dans le secteur public, on continuera de reconnaître que ces gens-là sont des anges gardiens parce que c'est comme ça qu'on les appelle pour le moment, puis avec raison. Je veux dire, ces gens-là risquent à chaque instant se mettre en danger pour le service public. Il va falloir que le service public réponde présent quand ces gens-là vont vouloir avoir enfin un rétablissement de leur salaire parce qu'on sait que l'austérité a fait extrêmement mal. Puis un petit mot en passant sur justement la question. Actuellement, on est capable de constater au Québec une chance qu'on a un département de santé publique qui a une grande autonomie avec une loi sur la santé publique qui donne des pouvoirs au directeur de santé publique en cas dans ce genre de crise sanitaire-là, ce qui force le gouvernement à suivre, dans le fond, la santé, à avoir la santé publique comme guide, comme cap. Ça fait partie de notre filet social. Ça fait partie de notre filet social d'avoir des services de santé accessibles avec l'ensemble des corps de métier, etc. D'avoir un système de protection de la jeunesse, de services à domicile, etc., qui a été rodé, mais ce qu'on doit absolument aussi constater dans cette crise-là, déjà, c'est que la centralisation qui a été amenée sous les libéraux dans la dernière législature a aujourd'hui des impacts majeurs.
On le voit tant au niveau de l'austérité, donc du manque de personnel, du manque de matériel, de la centralisation des décisions. Ben, tout ça, c'est des impacts majeurs. Ça ne permet pas l'agilité nécessaire pour être capable de réagir, de se virer sur un scène, comme on dit par chez nous. Et vous le dites, là, on ne veut pas échapper des choses là, dans les cracks. On a, entre autres, vous dites, oui, on a augmenté pour certains travailleurs, certaines catégories de travailleurs, travailleuses. On avait la question tout à l'heure de Odette Trépanier, qui est connue là, pour son implication dans le milieu de l'économie sociale. Elle nous dit, ben, les groupes de soutien à domicile, les entreprises d'économie sociale, de ce qu'elle nous écrit, là, certains n'auraient pas accès là, à cette bonification-là. Donc, on voit qu'il y a des zones d'ombre. Là. Puis je comprends que les gouvernements essaient de trouver des solutions, mais en même temps, ils se veulent rassurants, mais il y a pas mal de zones d'ombre là, comme ça. Ça ne doit pas être évident, Mme Massé, quand on est... vous êtes député, oui, de Sainte-Marie-Saint-Jacques, vous êtes aussi co-porte-parole de Québec solidaire, vous êtes un parti d'opposition. Comment on fait pour questionner des choses, des agissements du gouvernement dans une situation où, il faut dire, de façon générale, la population soutient, bien évidemment, notre François Legault, il fait ses points de presse, je les écoute tous les jours avec Horacio Arruda. Les gens suivent notre leader, notre premier ministre, mais en même temps, c'est pas tout qui est parfait. Puis est-ce qu'on peut se permettre de critiquer des choses et de pointer, de mettre le doigt sur des zones d'ombre dans une période comme celle-là, où peut-être des fois il y a des ajustements qui sont nécessaires, comme par exemple dans le cas que Odette Trépanier nous soulève. Des aides. En fait, j'ai envie de dire à Mme Trépanier, la situation que vous soulevez depuis plusieurs rencontres avec le premier ministre, on en fait état. C'est-à-dire que, et ça va répondre à votre question, M. Dufresne, c'est-à-dire que depuis le mois de mars, effectivement, le travail avec le bureau du premier ministre est un travail qui se fait beaucoup plus derrière les portes closes, si on peut dire, plutôt que sur la place publique, comme vous êtes habitué de nous voir faire. Ceci étant dit, ça n'empêche absolument pas on se rencontre je rencontre 2 fois par semaine le premier ministre avec les 2 autres chefs de l'opposition. On émet nos préoccupations, nos commentaires. Combien de fois j'ai soulevé la préoccupation de ces travailleurs à domicile qui, malheureusement, parce qu'on a coupé des postes dans le système public, se retrouvent souvent dans le système privé. Et puisqu'on a de plus en plus privatisé ces systèmes-là, les gens se retrouvent notamment... les gens qui ont besoin de services à être les employeurs avec les chèques emploi. Et ça, on tourne en rond parce que là, il y a des services qui sont reconnus comme essentiels et d'autres non. Donc, les gens se retrouvent dans des positions où ils ont des baisses de salaire, même si dans les faits, ils continuent à travailler. C'est, je vous dirais, ce qui est possible pour le moment, c'est d'avoir ce contact direct-là avec le premier ministre et de lui faire part de ces oubliés, de ces gens qui tombent dans les cracks. Nous, on avait proposé dès le départ une solution bien simple, c'est un revenu universel d'urgence. On avait dès le début, puis vous comprendrez, c'est pas dans la vision du gouvernement caquiste d'avoir un revenu universel, mais on avait défendu notre point à l'effet que justement parce que la situation touche tout le monde, qu'il était peut-être temps de voir l'utilité d'avoir un revenu universel d'urgence. Nous aussi, il était de 2000 $. En disant, on récupérera tout ça au temps de l'impôt, là. C'est pas le temps de s'embourber dans la bureaucratie, puis, etc., etc. J'ai eu beau plaider autant comme autant. Le premier ministre savait que le gouvernement canadien s'en venait avec des mesures d'aide, avec notamment le programme canadien d'urgence, qui lui aussi laisse encore des gens dans les cracks, mais pas plus tard qu'hier encore, j'étais en réunion avec M. Trudeau et j'ai amené la situation dont vous parlez, Mme Trépanier, pour lui, pas M. Trudeau, pardon, M. Legault. J'ai amené la situation
des gens qui font de l'aide dans les maisons et pour démontrer que une partie de ces gens-là n'étaient absolument pas couverts par rien, n'avaient souvent pas reçu de consignes de santé, de consignes de protection d'eux-mêmes ou des aînés, et ça posait encore de grands problèmes. Et encore hier, il m'a assuré qu'il prenait ça au sérieux. Et donc, je vais continuer à le talonner lundi. C'est ça le rôle d'opposition qu'on peut faire pour le moment, parce que le gouvernement a décidé de suivre la santé publique. Et tant que le gouvernement va suivre la santé publique, on n'est pas là pour faire du chichi. Mais c'est sûr que là, on voit les mesures de relance économique arriver. Et là, ben, si vous nous suivez un peu sur mon Facebook et tout ça, ben, vous savez que là, on commence à émettre un certain nombre de réserves. Puis, et là, c'est là qu'on va pouvoir continuer, j'en suis convaincu, à jouer notre rôle d'opposition et à nous assurer que l'économie soit au service des gens, de tout le monde, pas seulement d'une poignée de monde, et que les gens qui vont malheureusement passer à la trappe, ben, puissent vivre aussi dignement, mettons, soit avec le chômage, avec l'aide sociale ou peu importe. Mm-hmm. Parce que cette idée-là de revenu universel, là, c'est bon, peut-être certaines, il n'y a pas si longtemps, trouvaient ça un peu farfelu, disaient ben, que l'État nous paye tout le monde. Mais en même temps, il y a une certaine logique derrière ça. Là. Non seulement ça évite que les gens se ramassent à devoir se tourner vers des soins parce que ça leur permet au moins de maintenir un niveau de vie, de s'alimenter, mais c'est aussi que ça injecte de l'argent dans l'économie. Là. Les gens qui reçoivent 2 000 $ par mois, là, c'est pas ces gens-là qui vont envoyer leur argent dans les paradis fiscaux. Là. Ces gens-là consomment, achètent de la nourriture, font rouler l'économie. Et ça, bon, on en a peut-être entendu parler un peu lors de l'investiture américaine démocrate avec Andrew Yang qui avait amené cette idée de revenu, bon, de citoyenneté, revenu universel garanti, que certains voyaient comme étant un peu une lubie, mais là, on voit que techniquement, c'est possible. On peut envoyer de l'argent à plein de gens. Logistiquement, c'est possible. De financer ça, souvent, c'est ça la question que les gens soulèvent, mais je pense que, bon, entre autres, Québec solidaire a proposé plein de façons pour aller chercher de l'argent pour l'État, hein, au niveau de l'évasion fiscale, au niveau des paliers d'imposition, la taxation des transactions financières. Mais est-ce que le fait qu'on le vive, que certaines personnes aient accès à ça, comprennent que finalement, ben, il y a peut-être une logique derrière ça et qu'il y a aussi une logique économique. Là. Je voyais dans les questions quelqu'un qui disait, mais est-ce que c'est pas de l'emprunt qu'on fait aux générations futures? Parce que là, ça va nous creuser une dette, on va devoir la payer indéfiniment. En même temps, c'est ça, c'est de l'argent qui peut permettre de faire vivre nos commerces qui en ont tellement besoin en ce moment. Oui. Ben, écoutez, c'est sûr que le débat objectif sur la question d'un revenu de citoyenneté s'inscrit toujours dans un système économique qui, lui, vous dites, M. Dufresne, ça va faire circuler l'économie, c'est vrai, mais pour soutenir un tel système, c'est-à-dire un revenu minimum, un revenu de citoyenneté, un revenu garanti, peu importe comment on le prend, c'est que il faut absolument revoir l'ensemble de la fiscalité. Et c'est là que je pense que le bas blesse pour le système capitaliste actuel. Oui, moi, je pense sincèrement, sans endetter nos générations futures, je pense qu'actuellement, il y a possibilité de s'assurer que l'ensemble de notre population puisse vivre dignement. Mais ça veut dire une chose, c'est que les multinationales, ça veut dire les paradis fiscaux, ça veut dire les gens qui gagnent 250 000 $ et plus, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devoir faire leur part plus qu'ils le font présentement. Et c'est ce partage de la richesse qui nous amènerait un jour à s'assurer que l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans la dignité. Mais il y a aussi une autre dimension. Il y a le revenu, j'en suis, vous le dites, mais les services publics, le filet social est certainement une des plus grandes contributions au bien-être des individus. Puis on le voit actuellement, là, les gens se voient coupés du service qu'ils reçoivent d'un groupe communautaire. Le système de santé est un peu désorganisé, puis c'est compréhensible, là, parce que il y a une hémorragie avec la pandémie actuelle, donc les ressources vont vers là, alors qu'il y a d'autres ressources qui sont
laissé de côté. Le filet social, quand il est là, quand il est soutenu financièrement par l'ensemble, par tout le monde, que ce soit les citoyens individuels ou les corporations, ben ça fait en sorte que ça coûte beaucoup moins cher à une personne. Posez la question aux parents qui, pendant des années, devaient aller, et encore aujourd'hui, malheureusement, dans le privé pour faire une évaluation de leur enfant afin de pouvoir recevoir les services dans les écoles. Ben, c'est ça, c'est quand on privatise, ben, le problème, c'est si tu as du cash, tant mieux. Puis si tu n'en as pas, ben, tu te retrouves à la marge. Alors donc, moi, je pense que si la crise actuelle peut permettre à la société québécoise et mondiale, je vous dirais, de prendre conscience qu'il est grandement temps qu'on prenne les choses différemment, ben, je me dis, ben, au moins les gens qui meurent aujourd'hui ne seront pas morts malheureusement pour rien. Parce que ce tissu social-là, on va en avoir de besoin là, dans les prochains mois. Entre autres, des questions, on a une Isabelle qui nous a demandé, elle dit, mais est-ce qu'on est en mesure d'anticiper quels sont les impacts psychosociaux là, de cette situation-là? Là? De dire, ben, là, il y a actuellement le confinement. Une personne commentait pendant qu'on parlait tout à l'heure, disait, ben, là, le confinement, l'impact que ça peut avoir, les familles reconstituées. La personne dit particulièrement ici dans le quartier, apparemment, il y en a plusieurs, dit, mais là, on est restreint dans nos déplacements. Une autre personne nous disait qui se soucie, entre autres, des populations autochtones, ou du moins tous les groupes de la société qui vivent de façon beaucoup plus proche. On est préoccupé par l'impact que ça peut avoir là, sur la dynamique sociale là, de ces groupes-là. On va en avoir besoin, assurément, de ce tissu social-là pour nous soutenir là, présentement, mais pour la suite aussi. Là, comment est-ce qu'on entrevoit cette suite-là? Il va falloir probablement, comme vous dites, aussi de questionner ces services-là dont on va avoir peut-être encore plus de besoins, parce que ce ne sera pas uniquement ceux qui peut-être en avaient besoin avant. Là, on va avoir une beaucoup plus grande part de la population qui, avec raison, va se tourner vers les services là, pour pouvoir passer au travers de cette situation. Hein. Ben, écoutez, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que le système actuel, le système capitaliste, il ne va pas faire de cadeaux. Il n'a jamais fait de cadeaux. Regardez les banques actuellement, là. Malgré qu'ils ont fait 45 milliards à 10 dans la dernière année, ils ont fait 45 milliards de profits. Ben, actuellement, leur seule contribution, c'est de faire encore plus d'argent parce qu'ils permettent un retard de paiement au niveau des hypothèques. Il y a quelque chose dans ce système-là qui est inhumain et qu'il va falloir un moment donné que collectivement on remette en question. Et qu'est-ce que sera la suite? Très peu de personnes peuvent le dire, mais c'est plutôt d'une évidence qu'on va avoir besoin les uns des autres. On va avoir besoin de la solidarité qui a toujours fait partie du modèle québécois. On va avoir besoin de nos services sociaux. Et je pense, sans fausse modestie, qu'on va avoir besoin de Québec solidaire parce que Québec solidaire est présentement au Québec le seul parti qui croit profondément, c'est dans notre ADN, qu'il est possible de faire autrement. Et dans ce sens-là, ça prend énormément d'audace, mais politiquement, je pense qu'on n'aura pas le choix, tout le monde ensemble, de se dire, ben, faut qu'on change. Il faut qu'on change les affaires. Ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est pas juste à cause de la pandémie, je le répète. Et vous l'avez nommé, les gens qui nous écoutent l'ont nommé. Il y avait des inégalités avant. Elles étaient là. Les Autochtones demeurent toujours ostracisés. Ils vivent énormément de racisme, pardon. Ils vivent des situations qui sont des post-traumatismes de ce qu'ils ont vécu, ce que la société dans laquelle on vit leur a fait vivre depuis les derniers 400 ans. Bref, ces inégalités-là ne vont pas disparaître à cause de la crise. Alors, tant qu'à faire, tant qu'à les avoir, mais pourquoi pas utiliser ce moment-là pour donner le coup de barre nécessaire pour affronter, je vous dirais, l'autre crise qui, elle, attend pas, qui est la crise climatique. Mm-hmm. Oui, effectivement, parce que ça, on a arrêté d'en parler, là, mais c'est pas parce que c'est disparu, là. On a quelque chose de plus immédiat et qui touche peut-être comme ça nous touche
tous et qu'on est tous contraints, confinés, ben là, tout d'un coup, il y a un éveil par rapport à notre situation actuelle. L'autre, on la voit peut-être un peu plus distante pour certaines personnes et c'est moins proche de nous, là. Donc, on est moins actif, mais effectivement, les enjeux peuvent être autant au niveau économique que social aussi graves. On a une question de Ariane Duplessis, que je me permets de saluer en même temps, que je connais, qui vous demande quelles sont les mesures là, pour aider les familles qui ont des enfants et dont les deux parents travaillent dans les services essentiels. Comme ça peut arriver par moment, des gens qui travaillent à un hôpital ou dans des services différents, mais qui sont retenus par la situation actuelle. Là, il y a eu, oui, des garderies spéciales ouvertes pendant la semaine, mais bon, ces gens-là, des fois, ont des horaires atypiques, doivent travailler aussi la fin de semaine. De ce temps-ci, sont très sollicités, là. On parlait que ce soit des services essentiels dans la santé ou même on parlait des camionneurs qui maintenant n'ont plus de limites à devoir respecter, ils peuvent travailler plus longtemps. Bon, il y a un paquet de gens qui donnent beaucoup plus de temps maintenant qu'ils en consacraient avant à leur travail. Ces gens-là, est-ce qu'ils font partie justement de cette catégorie qui, on ne peut pas penser à tout en même temps, mais qui tombe un peu pour l'instant dans cette zone d'ombre-là et qu'il faut trouver des solutions pour ces gens-là? Oui. Effectivement, écoutez, je sais que actuellement, seul le réseau de la santé a accès aux services de garde d'urgence et je dirais quelques groupes là, des centres d'hébergement comme les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences ou les centres de crise ont accès aux services d'urgence, mais voyez-vous, c'est la première fois que j'entends parler que ce service-là ne couvre pas l'ensemble des corps de travail et donc, par conséquent, je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là font habituellement parce que, à ma connaissance, le système de services de garde au Québec, sauf peut-être de rares projets ici et là, n'offre pas de service la fin de semaine. Alors, écoutez, j'inviterais vraiment cette dame-là qui pose la question à m'écrire à mon bureau, donc manon.mas.smsj Sainte-Marie-Saint-Jacques, smsj à commercial asnat, donc assnat.qc.ca. Les gens de mon équipe, là, on va voir avec vous comment on est capable de trouver une réponse à cette question-là. Parce que oui, effectivement, ça peut toucher peut-être des gens de différents, que ce soit le domaine de la santé ou autre, mais c'est ça présentement qui sont contraints de devoir travailler peut-être davantage et qui sont pris dans cette situation-là. Une autre question qui nous est venue aussi, la crise actuelle a mis en lumière là, notre dépendance à plusieurs au marché extérieur par rapport à l'approvisionnement en matériel médical, par rapport à l'approvisionnement en nourriture. On parlait de la question de la frontière américaine qu'on devait maintenir ouverte parce qu'on était en partie en raison de notre dépendance à l'approvisionnement en nourriture. Et il y a quelque chose aussi là, qui a un peu allumé des lumières, je pense, chez certaines personnes, de dire, mais est-ce qu'on doit repenser, on a parlé tantôt de repenser le capitalisme dans son ensemble, mais aussi, là, au niveau pratico-pratique, il y a des ressources qu'on ne produit plus. Là, on commence à des entreprises qui disent, oui, maintenant, on va produire des chemises médicales, on va produire des visières, on est très créatif, et ça, c'est génial. Mais en même temps, ça soulève une question de fond. Est-ce que, comme nation, là, on est autosuffisante par rapport à certaines ressources qui sont essentielles pour assurer la survie des Québécoises et des Québécois? Est-ce que ça va faire partie de nos questionnements? Comment est-ce qu'on peut recentrer notre production sur des choses dont on a besoin, assurément, et encourager aussi les entreprises québécoises? On a vu tout un beau mouvement. J'ai vu plein de pages Facebook qui ont été créées, plein de gens qui sont des sites Internet tout d'un coup qui apparaissent. C'est bien, mais il faut aussi que ça soit durable, ça, qu'on fasse évoluer les mentalités au niveau de la consommation locale, entre autres dans le quartier ici. Est-ce qu'on a espoir que ça va durer un peu, là, cette remise en question-là, et que ça peut donner des résultats qui soient durables? Je pense que Manon Massé a figé ici. Est-ce que Manon Massé est toujours avec nous?
je pense que ça a coupé de son côté. Alors, ben, écoutez, pendant qu'elle tente de se reconnecter, j'espère bien, parce que moi, je ne la vois plus. Alors, si vous la voyez, peut-être donc, sa caméra a probablement figé. Donc, je regarde les questions. Vous avez été très nombreuses à intervenir. Je suis désolé, je ne peux pas prendre toutes les questions qui ont été posées, mais quand même plusieurs commentaires pertinents. J'ai essayé d'en regrouper quelques-uns. Là. Vous avez vu, entre autres, là, sur la question de qu'est-ce qu'on fait là, au niveau de la situation actuelle du confinement, l'impact social que ça peut avoir. Hein, on est bien conscient qu'il y a des gens, pour plein de raisons, là, que ça pose des défis, là, de rester là, en confinement, rester à proximité avec plusieurs personnes. Donc, une grande préoccupation qu'on a est sur la suite des choses aussi. Manon Massé qui nous disait là, qu'il y a une certaine remise en question à avoir par rapport, entre autres, à notre conception du capitalisme, là, sans rentrer dans des grands débats philosophiques. C'est plus la philosophie. Là, on est vraiment dans du pratico-pratique à dire là, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui exercent un travail qui est essentiel, qui sauvent des vies présentement et du moins qui préviennent que des gens tombent malades, entre autres dans les résidences, qui ont un salaire qui est en dessous de ce qu'on estime comme étant le minimum qu'on a besoin pour faire face à nos obligations et pouvoir maintenir un certain niveau de vie décent pour éviter que la bonne part de la population, finalement, se ramasse dans le système de la santé, tombe malade, fasse des dépressions et autres. Donc, là, on se rend compte tout d'un coup que ces moyens-là, il y a des gens qui, au jour le jour, dans leur vie en général, ne vivent pas avec ces moyens-là, n'ont pas ces moyens-là minimum. Alors, c'est quand même une prise de conscience qu'on espère là, qu'on va faire et pour la suite des choses, on va peut-être plus valoriser le travail de ces personnes qui exercent un travail très, très important dans notre société. Donc, j'essaie de voir aussi si on a d'autres commentaires, ça rentre, là, je suis désolé, ça passe très, très, très vite, donc j'essaie de les attraper au vol, c'est vraiment pas évident. La prochaine fois, on va avoir un gestionnaire de communauté là, pour faire ça. Donc, effectivement, je regarde vite fait là, les commentaires qui passent. On parle, oui, bon, l'agriculture, est-ce qu'on peut ramener ça sur, comme un peu la question que je posais à Manon Massé, est-ce qu'on va en revenir à repenser notre consommation, une consommation plus de proximité? Il y en a qui disaient, est-ce qu'on peut se tourner plus vers l'agriculture urbaine? Est-ce qu'on peut encourager davantage nos producteurs locaux? Il y a des sites, quelqu'un mentionnait le panier bleu qui est mis en ligne. Bon, il y a certaines choses, moi, pour suivre ça quand même un peu, là. Donc, il y a des gens qui travaillaient sur des initiatives depuis un bon moment, là, avant cette crise, qui, là, voient une opportunité, là, avec ce qui se passe, de dire, c'est le moment de mettre ça de l'avant. En même temps, il y a plein de contraintes. Hein. Certaines personnes nous disaient on ne peut pas nécessairement avoir un Amazon de la consommation du Québec au Québec soutenu par l'État. Ça viendrait enfreindre certaines règles là, de libre-échange, entre autres. Donc, Manon Massé qui me dit qu'elle s'en vient, qu'elle a eu un petit problème et qu'elle se reconnecte. Donc, des gens qui disent est-ce qu'on doit avoir comme ça des plateformes qui facilitent comme ça la consommation locale, l'achat local, d'encourager nos producteurs, nos commerçants qui sont durement là, affectés par la situation actuelle. D'autres commentaires que je vois, écoutez, j'essaie d'en prendre là à tout hasard. Oui, hein, on dit, on a plein de richesses au Québec, hein, c'est vrai, on a plein de richesses au Québec qui font qu'on est une nation qui est riche culturellement, qui est riche aussi économiquement, assurément. On a cette richesse, moi, que j'apprécie beaucoup, le fameux sirop d'érable, hein, mais qui est sûrement une de nos richesses naturelles qu'on peut valoriser. Et ça, il faut qu'on reconnaisse davantage là, la part de nos producteurs d'ici. Et peut-être ça va impliquer des choix de consommation, mais comme vous le savez, il y a des gens qui font certains choix de consommation, pas par gaieté de cœur, font des choix de consommation parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils doivent aller consommer dans des Dollarama de ce monde, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer d'autres choses, ils n'ont pas les moyens d'aller au Rachel Berry s'acheter du bio, ils n'en ont pas, ils n'ont pas l'argent. Est-ce qu'on a besoin de tout le monde avoir un niveau de vie plus élevé pour se permettre de consommer autre chose? Peut-être.
peut-être. C'est une idée comme ça qu'on lance. Et assurément, je pense que ça pourrait trouver preneur. Je pense qu'il y a bien des gens qui se rendent compte là, qu'on a, je pense que ce n'est pas un luxe au Québec qu'on puisse aspirer à avoir une nation où tout le monde peut avoir un niveau de vie décent. Et je le répète, ça, c'est pas de la dépense quand on accorde à des gens un niveau de vie décent. C'est un investissement parce que ces gens-là vont dépenser l'argent dans des commerces, vont acheter de la nourriture, vont acheter du linge, vont aller consommer au niveau de la culture, vont utiliser cet argent-là. Il va toujours en trouver des gens qui vont dire « Oui, mais bon, ils vont payer des choses dont il n'y aurait pas de besoin, contribuer à la dépendance et tout ça. » Peut-être, certaines personnes, oui. Et ça, il faut qu'on ait un tissu social solide pour s'en occuper. Mais ce n'est pas la règle générale. Je pense que ça, on en convient tous parce qu'on le voit là maintenant, il y a une grande part de la population qui obtient un soutien d'urgence et je pense que les gens utilisent cet argent-là à bon escient, de façon raisonnable. Ils l'utilisent essentiellement, pourquoi? Pour se nourrir et pour couvrir là, un niveau de vie minimal. Donc, toujours en attendant que Manon Massé arrive, elle me dit, elle tente là, de se reconnecter. Donc, ça devrait arriver dans quelques instants. Bon, certaines personnes, là, je vois encore là, les commentaires. OK. Un libre-échange plus responsable. Oui, ça serait une bonne idée. Effectivement, est-ce qu'on peut en arriver? Et ça, moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que ça va nous amener le fait que tout le monde, là, à l'échelle mondiale, parce que souvent, c'est ça le problème. Souvent, quand on veut amener des réformes structurelles, c'est que là, il y a tout le temps la question de dire, oui, mais l'autre, le voisin, il ne le fera pas. Tel autre pays ne va pas changer ses règles. Donc là, on est comme pris à devoir essayer de trouver des solutions parce qu'on est en compétition les uns avec les autres. Là, on arrive dans une situation où tout le monde est dans le même bateau, pratiquement. Là. Il y a certains coins où, heureusement, ils ont été épargnés plus que d'autres, mais du moins, les pays là, industrialisés, en grande partie, là, sont affectés par la situation. Est-ce que ça va nous amener à peser sur le petit piton reset, là, et dire là, il faut qu'on repense nos règles de ce système-là, et est-ce qu'on peut le faire à une autre échelle? Moi, ce serait un débat intéressant à voir. Il y en a qui aiment mieux l'échelle très, très de proximité, très proche, où ça se passe au niveau local, au niveau du Québec, mais est-ce qu'on peut s'en sortir à changer les règles au niveau d'un État ou d'une nation, d'une province, alors qu'ailleurs, ça se fait autrement? Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser? Est-ce qu'on peut amener une réflexion, un débat à une échelle plus haute et que tout le monde, à quelque part, là, qu'il y ait une mondialisation de la solidarité, de la remise en question de notre système capitaliste, et parce qu'on le voit, là, ça peut flancher dans des situations comme celle-ci. Donc, d'autres commentaires. Manon m'informe que c'est son modem qui a flanché, donc elle est en train de le redémarrer, donc ça s'en vient dans quelques instants. Bon, comment est-ce qu'on peut avoir... repenser aussi, là, on fait face à une crise sanitaire. Est-ce qu'on peut utiliser cette situation actuelle pour prévoir éventuellement? Évidemment, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une grosse réflexion là, pour éviter, parce qu'on le disait là, lui aujourd'hui, ça risque de se reproduire des situations comme ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il va y avoir d'autres pandémies, ce n'est pas dans quelques années, ça va être dans quelques décennies. Certains disent d'ici 20 ans, il devrait en avoir une autre, peut-être même avant. Donc, il faut évidemment repenser nos façons de faire et anticiper, apprendre de ce qu'on a là. Et moi, je suis très fier de voir tous les élans de solidarité, juste le groupe Solidarité, Entraide, Centre-Sud, que j'ai initié. Là. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que si vous suivez en direct, du moins, c'est que vous êtes membre de ce groupe-là. Peut-être que vous allez voir la vidéo en rediffusion, donc le lien va être en dessous de la vidéo pour vous y joindre. Mais moi, j'ai vu dans ce groupe-là plein de gens, et ça se fait dans d'autres quartiers, c'est pas juste Centre-Sud, mais dans plein de quartiers partout au Québec, des gens qui sont solidaires les uns des autres, des gens qui proposent leur aide, des gens qui font part ouvertement de leurs besoins. On est tous dans une période de fragilité et ça, moi, je vois que c'est beau. Je pense que c'est très beau de voir qu'on est tous comme ça, les uns avec les autres, à se soutenir dans cette épreuve. Alors, je pense qu'on peut être tous fiers de ce qu'on fait ici dans le Centre-Sud et ce que les citoyennes et les citoyens font pour s'appuyer les uns les autres. Manon Massé qui est de retour. Bonjour, Manon. Oui. Bonjour, Manon. Je suis bien content. J'animais, là. J'étais un peu tout seul, là, animé tout ça depuis tout à l'heure. J'espère que je m'en tirerai pas trop mal.
Mais on a jasé plein de choses, Manon Massé, pour ceux qui peut-être voient la vidéo. Donc, Manon Massé, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui est avec nous aujourd'hui en direct. Et on a amené même la discussion au niveau global. Là, on disait, des fois, c'est bien beau si on veut remettre en question notre fonctionnement, mais si on est tout interrelié avec d'autres États, est-ce que ça va demander, est-ce qu'on re-questionne un fonctionnement là, plus global du capitalisme et donc de travailler avec d'autres mouvements sociaux, hein, de s'organiser avec d'autres mouvements. Et ça existe, hein, il y a les mouvements, entre autres les mouvements des forums sociaux mondiaux, il y a entre autres plein d'événements qui se font en ligne, que moi je suis ça, là, de gens qui... encore, bon, on va tenter à nouveau, là, on a de la difficulté. On l'a presque eu, là, mais elle va revenir. Sinon, écoutez, on prendra avec l'audio. Voilà. Donc voilà, donc il existe donc une mondialisation de la solidarité qui est en marche. Hein. Un autre monde est possible, mais pas juste possible, un autre monde est en marche, assurément. Et on le voit, des gens de partout qui se mobilisent. Et je pense qu'on va en avoir besoin de cette remise en question, assurément, pour éviter qu'il y ait des gens qui tombent là, entre les mailles du filet. On le voit là avec la situation actuelle. Donc, d'autres commentaires que je vois en attendant le retour de Manon. Donc, c'est ça, quelqu'un qui a dit que le capitalisme est une manière de vivre que nous partageons avec d'autres, hein, effectivement. Donc, nous ne pouvons pas non plus penser la chose en nous refermant, mais en pensant le global différemment. Donc, effectivement, je pense qu'on en est rendu là. On dit, bon, agir au plus vite. Hein? C'est vrai, hein, il y en a qui se disent, mais comment ça se fait qu'on n'a pas... Hein, si la planète avait fermé ses aéroports dès le jour 1, hein, la situation ne se serait pas propagée à l'échelle mondiale et nous aurions pu soutenir le pays touché par le foyer épidémique. C'est plein de questions, effectivement, qui vont devoir en trouver des réponses. Et je pense que, somme toute, là, c'est une situation qu'on vit présentement. Il va y avoir des apprentissages et nécessairement, on va devoir se faire des plans de contingence, là, de confinement, pour d'autres situations comme ça qui arriveraient, là, je pense la communauté internationale va être beaucoup plus réactive, hein, assurément. Je pense qu'on a même vu Donald Trump évoluer dans sa pensée, là, en arriver à finalement reconnaître que, on ne peut pas juste fonctionner tout seul. Il faut reconnaître aussi, hein, des situations quand elles ont un impact aussi large et qu'on a besoin les uns des autres. Bon, dans son cas, c'est pas gagné encore, là. Du travail à faire, mais du moins, je pense que ça va nous amener à réfléchir pour la suite des choses. Sinon, oui, commentaire que je vois passer, je crois savoir de qui ça vient, et aussi l'organisme Revivre, peut-être que vous connaissez, un centre d'expertise en santé mentale, anxiété, dépression et bipolarité, qui offre une ligne d'écoute, de soutien par clavardage, ainsi que bientôt des ateliers d'autogestion en ligne. Le tout est gratuit ou offert à tarif très, très, très abordable. Donc, je vous invite à regarder ça parce que ça, on n'est personne à l'abri de ça. Moi-même, personnellement, je veux dire, j'ai l'air ici là, à être bien portant, à être tout souriant. J'en ai des moments où je trouve pas ça facile, où je me dis, c'est ouf. Hein, des fois, on le sent, c'est sur nos épaules, on se dit, ça peut être lourd par moment. On peut se dire que c'est autant qu'on puisse s'occuper. Moi, ça ne dérougit pas, là. J'ai des choses en masse pour m'occuper ici. Mais ça reste que je pense qu'on est tous collectivement conscients qu'il y a des gens qui souffrent présentement, qui ont de la difficulté à passer au travers de ça, qui sont dans des hôpitaux, dans des CHSLD, qui sont très préoccupés. Vous, qui les écoutez là, peut probablement être très préoccupés. Peut-être avez-vous des proches qui sont là. Moi, j'ai un grand-père qui est à l'hôpital. J'ai une grand-mère qui est dans un CHSLD aussi. C'est préoccupant, effectivement, de se sentir, je pense, un peu impuissant devant ça. Surtout, et je pense, le clin d'œil à l'organisation Revivre, qui est porté, entre autres, par Martin Hainaut, qui est un entrepreneur, vous avez peut-être entendu parler, là, qui est très actif au niveau de la détresse psychologique, au niveau des gens d'affaires. Là. Et des fois, des gens qui peuvent se sentir en pleine possession de leurs moyens habituellement, on peut arriver confronté devant la situation qu'on a là actuellement, à dire, mais là, on n'a pas de contrôle sur ça.
Alors, on ne peut pas changer la situation, on peut pas, ça ne dépend pas de notre bon vouloir. Et ça, je pense, pour bien des gens, ça peut être frustrant, ça peut être désemparant par moment. Donc, oui, effectivement, si des gens ont besoin de soutien, il y a cette association-là, assurément, à laquelle vous pouvez faire référence. Et bien évidemment, les ressources du quartier. Le groupe également, je me permets de vous dire, et je pense qu'on va peut-être, je regarde le message de Manon, Massé, elle dit encore on tente, là. OK. J'ai l'impression peut-être qu'on va l'avoir perdu. Écoutez, si on l'a perdu dans tous les cas, moi je suis toujours avec vous pour quelques minutes encore du moins. On devait finir à 18h, mais comme compte tenu de tous les messages que je vois passer, je vais essayer d'en traiter le plus possible. Mais comme je vous le disais, on a le groupe ici, le groupe Solidarité Entraide Centre-Sud. Ça se veut un espace où vous pouvez aussi partager comment vous vous sentez. J'ai essayé à quelques moments de faire des visioconférences comme ça en direct où j'invitais des gens du groupe à vouloir partager. On n'a pas eu beaucoup de participation dans les dernières fois où je l'ai essayé. Peut-être dans les prochaines fois, si ça vous dit, on pourra faire ça, se faire des séances où je peux vous ajouter là, par heure. On peut partager parce que je pense que l'essentiel, c'est vraiment de sentir qu'on est ensemble dans cette situation-là. Que peu importe où vous êtes, si vous êtes seul, si vous êtes en couple, en famille, on est ensemble parce qu'on est tous affectés par ce qui se passe présentement. Donc c'est certains n'aiment pas qu'on utilise le mot combat, mais je pense que pour plusieurs, ça peut avoir une certaine résonance. C'est un combat qu'on mène ensemble vis-à-vis de la détresse que certaines personnes peuvent vivre. Donc, on est ensemble, on se soutient les uns les autres. Donc, on voit certains qui soulignent effectivement que tout d'un coup, les décideurs, oui, sont plus réactifs. Oui, on se rend compte que des fois, devant des situations comme ça, un peu extrêmes, tout d'un coup, oui, les gens bougent et puis sont plus réactifs. Donc, il y a moyen de faire bouger les choses. Les moyens sont là. Et des fois, il faut que ça soit devant des situations malheureuse ou extrême pour que les gens se décident à agir, à passer à l'action. Mais je pense qu'on est dans une société qui a les moyens, assurément, de ses ambitions, quand on parle de pouvoir venir en soutien aux gens qui sont dans le besoin. Je pense qu'on est une société qui est fondamentalement solidaire dans ses valeurs, dans son approche. Je pense qu'on est tous là et on se sent tous concernés par le bien-être des uns et des autres autour de soi, du moins je le pense, je le souhaite, vous pourrez me le confirmer. Donc voilà, je regarde encore les messages qui rentrent. Donc quelqu'un qui nous dit, que l'anxiété est aussi souvent propulsée par une peur irrationnelle devant l'inconnu. C'est vrai, hein? Il faut revenir à l'ici et maintenant qui est la base de la vie sur Terre. Tout va bien aller, même si ce sont des moments difficiles. Intéressant ça, parce que j'ai eu des messages. Vous voyez, il y a l'image, du moins pour l'instant, l'image du groupe qui reprend le mot-clic « ça va bien aller ». Vous retrouvez ça partout, les gens mettent des arcs-en-ciel dans les fenêtres des habitations. Il y en a qui m'ont dit, ouais, ça va bien aller, je sais pas. Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment dire? Ou est-ce que ça fait fi que présentement, maintenant, on vit des difficultés. Puis de juste dire ça va bien aller, c'est peut-être pas la façon la plus encourageante pour certains qui ont de la difficulté à voir le bout du tunnel ou le moment où ça va aller mieux. En même temps, moi, j'ai pour mon dire que quand on dit ça va bien aller, c'est qu'on reconnaît que présentement, on vit des défis et qu'on aspire à ce que ça aille mieux. Et cette anxiété-là, elle est compréhensible. La personne nous dit, c'est propulsé par la peur irrationnelle devant l'inconnu. On n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu une situation comme on vit présentement. C'est du jamais vu. Personne ici qui a vécu ça, là, même des gens très âgés de générations qui présentement sont sur Terre, on n'a pas vécu de situation comme celle-là. Donc, assurément, il y a de l'inconnu. Et c'est très préoccupant. On peut assurément ressentir de l'anxiété. Une des questions que j'avais posées au tout début de la création du groupe, c'était est-ce que vous avez déjà ressenti à un moment de votre vie quelque chose qui ressemble à ce que vous ressentez présentement? Et beaucoup de gens ont dit, non, c'est la première fois qu'on ressent ça. Certains ont comparé ça à quand ils vivaient des situations
très précaires, quand ont dû, des réfugiés par exemple, qui ont fui des conflits, qui ont ressenti ces situations d'incertitude, d'anxiété. Je ne viens pas dire que c'est comparable, là, des situations de conflit, de guerre avec ce qu'on vit présentement, mais je pense s'il y a quelque chose qu'on peut apprendre, je crois, de ça, c'est qu'on va être peut-être beaucoup plus sensible à la détresse que certaines personnes peuvent ressentir devant l'inconnu, devant l'anxiété là, qu'on peut ressentir dans ces situations-là. Donc, on dit, bon, c'est une personne qui dit, oui, des fois, c'est tout simplement le corps qui panique, qui a l'impression de manquer de souffle. Des fois, des gens peuvent faire des crises de panique, effectivement. Ça, des fois, c'est irrationnel et j'allais dire, c'est correct, c'est normal, c'est pas normal, on veut pas vivre ça, mais c'est compréhensible qu'on vive des situations comme ça. Et ce que je peux simplement dire, c'est qu'on est là, comme groupe aussi, là, pour venir en soutien si vous vivez des situations comme ça. Bien sûr, si vous avez la possibilité de vous tourner vers des ressources, je vais vous donner tout à l'heure les contacts là, de Manon Massé aussi, si vous voulez la contacter, demander d'avoir accès à certaines ressources, faites-le. Mais des fois, de pouvoir souffler, d'avoir des gens avec qui on peut partager ce qu'on vit, ça peut aider aussi. Donc, je vous invite à le partager. J'ai vu qu'il y a des gens là, qui partageaient sur le groupe. Si des fois, c'est des situations plus personnelles que vous ne voulez pas partager sur un mur Facebook, peut-être de participer à des séances comme on va le faire dans les prochains jours, comme ça en direct, où on pourra se parler. Et puis, des fois, juste d'en parler, de ventiler un peu et de sentir qu'on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit, ça peut faire fichement du bien. Donc, je regarde encore des commentaires qui continuent à passer là. Mais quelqu'un qui dit, bon oui, on se projette dans un avenir meilleur, effectivement, mais si on est pragmatique, on le sait là, que c'est pas ça présentement, mais on choisit d'être confiant. Et effectivement, je pense ça va mieux aller. Ça, c'est sûr. C'est évident. On va passer à travers cette situation-là. Oui, il y a des gens qui vont en souffrir et oui, malheureusement, il y a des gens qu'on va perdre à travers cette situation-là. On le sait, on a vu les projections cette semaine du gouvernement. Ce qu'on peut se féliciter, c'est qu'à travers tous les efforts qu'on a faits, on va amoindrir au minimum c'est l'impact que ça peut avoir et malheureusement les gens qu'on va perdre, les Québécoises et les Québécois qu'on va perdre à travers ça. Mais on est résilient comme peuple, assurément, et je pense qu'on va passer à travers de ça. On nous l'a dit dans les prochains jours, on va, oui, atteindre le haut de cette fameuse courbe, ce pic, qui va redescendre par la suite. Déjà, on nous avise qu'il va peut-être avoir des soubresauts, parce qu'effectivement, ce virus-là ne va pas disparaître tout seul, il va encore être là pendant un bon moment. Certains parlent d'années. Bon, c'est sûr que ça ne sera pas comme on est là pendant des années, évidemment. Je pense qu'on va en arriver à intégrer dans notre mode de vie certaines mesures de précaution. On va comprendre qu'il faut se laver les mains. Ça, je pense que c'est rendu... Je pense qu'on se l'est fait dire amplement. Je pense que tout le monde ici a compris. Mais juste ça, là, je pense qu'il y a des mesures qu'on va intégrer, qui vont faire partie de notre mode de vie. Donc, ça ne veut pas dire que ça va revenir 100% comme c'était avant. Moi, je pense que ça va bien aller, c'est qu'on va en venir collectivement à trouver un mode de vie où on va être bien dans ça. Qu'on va dire, là, on aura changé, assurément, on va changer certaines choses, mais on va être bien collectivement ensemble. Puis je pense qu'on va probablement ressortir plus serrés les uns les autres, particulièrement au niveau des collectivités de proximité, les quartiers. Je pense que il y a quelque chose, en tout cas, que je sens qui se passe, qui est positif, tant qu'à moi. Donc, une belle solidarité qui grandit à travers cette épreuve, effectivement. Je pense qu'on l'expérimente là, et simplement de vous avoir ici et d'en parler, je pense que ça le démontre également. Donc, vous voyez, quelqu'un qui nous revient sur la question de réduire notre empreinte écologique, de travailler sur soutenir les producteurs de proximité. Donc oui, ça, c'est sûr que ça va nous amener, on parle du modèle des fermes loufa, des fermiers, fermières soutenus par la communauté. Tout ce mouvement-là qui
il y a quelques années à peine, là, ça semblait un peu quelque chose d'ésotérique. C'était quelque chose qui était, ben oui, ça appartient à un certain groupe. Mais là, je pense qu'on va devoir en arriver collectivement à se dire, ben non, s'il faut que ça soit plus qu'une pratique d'une certaine portion de la population, il faut peut-être qu'on en vienne de façon plus largement là, à repenser notre mode de consommation et à se recentrer, à soutenir nos producteurs locaux, assurément. Quelqu'un qui nous propose d'arrêter de regarder les nouvelles, qui radotent les mêmes stresseurs 24 heures sur 24. Effectivement, sur le groupe, vous allez trouver une publication qui a été publiée il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, je pense que c'était hier même, qui reprenait justement certains conseils. Si on se sent un peu, on sent que c'est lourd tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous allez trouver quelques conseils, et un de ces conseils-là, c'était justement décrochons un peu des nouvelles. Là. On le sait, là, ce qui se passe. On sait c'est quoi les consignes. On n'a pas besoin d'avoir le chiffre en temps réel de combien de gens sont à l'urgence, de combien de gens sont aux soins, intensifs, combien de gens, malheureusement, nous ont quittés. On n'a peut-être pas besoin de tout savoir ça en tout temps, de prendre du temps pour soi, de se parler, comme on peut faire là, comme vous écrivez là. Quelqu'un qui dit, ben oui, il faut aussi rester, moi je reste zen, oui, effectivement, si on peut rester zen, ben soyons zen. J'ai eu ces commentaires-là, il y a des gens qui disaient, oui, mais c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est correct. Moi, je pense qu'il faut se respecter, on a tous nos différentes façons de gérer une situation comme celle-là. Donc, je pense que c'est une question de respect, il y a des gens qui oui, de se dire qu'on peut être zen, que ça va bien aller, à qui ça fait du bien. D'autres personnes, oui, qui ont peut-être besoin d'être rassurées autrement, d'être rassurées par des consignes précises, de dire qu'est-ce que je dois faire maintenant là pour assurer d'éviter d'être affecté par cette maladie-là ou d'affecter que mes proches soient affectés. Je pense que les gens sont beaucoup préoccupés par leurs proches, assurément. Donc, oui, aider, faire du bénévolat donne un sentiment de pouvoir agir sur la situation. Bonne idée. Je pense effectivement, faire du bénévolat, celles qui avaient décroché les nouvelles depuis quelques jours, il y a le site enjeubénévole.ca que vous pouvez aller. Certaines personnes se sont inscrites sur le site. J'aimerais vous entendre, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait du bénévolat à travers ce site-là? Sinon, certaines personnes me disaient, moi je me suis inscrit, je n'ai pas été appelé, mais vous pouvez aussi chercher sur le site des organismes qui cherchent des gens et possiblement donc communiquer directement avec ces organismes-là et offrir là, votre participation. Je pense que ça va toujours être le bienvenu. Mais je vous dirais que peut-être une forme de bénévolat qui est probablement celle qui peut avoir un grand impact, c'est d'appeler des gens. Des gens qui, que ce soit vos proches, que ce soit des amis. Moi, étonnamment, là, j'ai renoué avec tellement de gens dans les derniers jours, vous ne pouvez pas imaginer. Des gens qui m'écrivent, des gens avec qui je parle, des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis un bon moment. Et mon Dieu, que ça fait du bien de pouvoir parler avec des gens, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, oui, d'écrire à des gens, de leur envoyer un petit message Facebook, on se fait-tu un live, on peut-tu se parler, se faire un petit souper ensemble. Ça a l'air bête comme ça, là, mais ça se peut que vous fassiez toute la différence pour cette personne-là. Non seulement que vous fassiez sa journée, peut-être que vous fassiez sa semaine, ou peut-être même son mois. Donc, il ne faut jamais sous-estimer là, l'impact de petites actions comme celle-là. Écoutez, moi j'aimerais bien continuer comme ça à vous parler bien longuement. Je crois que Manon Massé là, ne pourra pas revenir. Bon, j'ai eu un message qui dit là, elle s'excuse, que j'ai vu passer là. Donc, elle demande de s'excuser effectivement là, que ça n'a pas l'air de fonctionner chez elle. Donc, écoutez, on va trouver une façon de la revoir à un autre moment, je pense, parce qu'on est là pour être ensemble, je pense, pour un petit moment encore. Dans des circonstances, oui, malheureuses, mais si ça aura permis qu'on puisse comme ça là, développer cette communauté-là, qu'on puisse se parler, échanger, écoutez, ça sera déjà ça. On va avoir l'occasion de reparler assurément avec Manon Massé. Manon Massé que je connais bien parce qu'on a travaillé ensemble sur différents dossiers, que ce soit
la réforme du mode de scrutin. J'aurais voulu lui en parler là, à Manon Massé de ce sujet-là. Ça sera pour une prochaine fois. Parce qu'assurément, là, on nous le dit, le gouvernement va revoir ses priorités. Va revoir probablement ses promesses électorales. En fait, pas probablement, va le faire. François Legault le dit. Ils vont devoir prioriser ça. On comprend, c'est sûr, il va y avoir des choses à mettre en priorité. Entre autres, une des promesses était de réformer notre système électoral pour faire en sorte qu'on puisse retrouver où se prennent les décisions à l'Assemblée nationale des représentants du peuple qui reflètent vraiment comment le peuple a voté pour chacun des partis, ce qui n'est pas le cas présentement, là, comme vous le savez probablement. Donc ça, j'ai bien peur que ce soit un des projets qui va être mis un peu de côté. Moi, ça fait une dizaine d'années que je milite pour cet enjeu-là. J'ai dirigé et présidé le mouvement Démocratie Nouvelle. Peut-être certaines d'entre vous m'avez connu là. Mais c'est pour ça, là, on aura l'occasion d'en reparler là, avec Manon Massé de ça. Là, comment on va s'assurer qu'il y a quand même des choses importantes qui devaient être faites, qui soient faites malgré la situation actuelle. Je pense que ça, on va en reparler. Et écoutez, aussi, on va avoir d'autres rencontres comme ça. Moi, je voudrais vous proposer qu'on en fasse d'autres. Il y a déjà sur le sondage qui a été mis dans le groupe, il y a des gens qui ont voté pour Sophie Mazerol, donc la conseillère municipale du quartier ici. D'autres ont voté pour Stephen Guilbeault, le député de Laurier-Sainte-Marie, député fédéral, ministre du patrimoine aussi, mais qui est d'abord député ici, qui est votre représentant. Et beaucoup de gens avaient voté pour lui, donc on pourra tenter de l'avoir dans les prochains jours, faire un appel un peu comme ça. Vous pourrez poser vos questions à l'avance ou en direct, comme on le fait là. Aussi, les gens qui avaient proposé, est-ce qu'on peut aussi parler avec un intervenant, une intervenante communautaire, avec un policier, une policière? Hein? Là, présentement, moi, je suis tout juste à côté du parc La Fontaine, là, je le vois par ma fenêtre ici, sur la rue Sherbrooke. On a vu les policiers maintenant qui patrouillent les parcs, qui doivent intervenir auprès, oui, des fois des gens qui sont récalcitrants au niveau du respect des règles qui sont données là, de distanciation sociale, mais aussi des fois que c'est pas évident. Là. Vous avez des gens qui vivent en famille, puis là, qui sortent, qui vont juste prendre une marche ensemble. Là, les policiers doivent intervenir des fois, ils reçoivent des appels. C'est pas évident non plus là, pour eux de gérer tout ça. Donc, il y a des gens qui proposaient qu'on parle avec un policier, une policière, avec un médecin, une médecin là, qui pourrait aussi nous partager là, comment ils vivent ça, cette situation-là. Donc, je vous invite à aller dans le groupe. Peut-être pas tout de suite parce que vous allez perdre la vidéo, là, mais vous allez voir en haut à droite, il y a les catégories de publication, il y a une catégorie qui est sondage. Et en allant là, vous allez pouvoir aller enregistrer vos votes là, sur les intervenants ou en proposer d'autres. Si vous avez des idées d'intervenants que vous voudriez entendre là, dans des appels comme celui-là, et moi je ferai le nécessaire là, pour les avoir en ligne pour qu'on puisse se parler. Quelqu'un qui dit qu'il ferait plaisir de parler de santé mentale. Excusez-moi, c'est que je ne vois pas nécessairement les noms des gens. Martin Hainaut, voilà, qui ferait plaisir de parler de santé mentale. Assurément, Martin, ça me ferait plaisir également qu'on puisse en parler avec toi. Donc Don Rock aussi, bonjour Don Rock que je connais aussi, qui est un de nos bénévoles de l'organisme ici et là que je dirige en interculturel. Il dit les organismes tandem dans les arrondissements seraient intéressant de les inviter aussi. Oui, c'est ça. Si vous avez des idées, là, partagez-les dans le sondage. Et aussi, pour me faire une petite promo personnelle pendant que j'y suis, vous pouvez également suivre, moi j'ai une page, Jean-Sébastien Dufresne, une chaîne YouTube aussi, où vous allez retrouver des vidéos, j'ai tout archivé ces vidéos-là. Donc, vous pourrez les partager à partir de ces pages-là, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, on ne peut pas partager les publications dans le groupe actuellement. C'est vrai, c'est un groupe fermé, là, donc réservé, mais quand c'est par exemple, des vidéos comme ça va être mis là à l'extérieur, vous pourrez aller les partager à partir soit de ma page ou de la chaîne YouTube sur vos propres pages à vous pour les diffuser. Et aussi, je vous dis tout de suite que je suis dans le processus aussi de créer d'autres groupes là, sur Facebook. En fait, vous pourrez aller voir sur ma page ou sur la chaîne YouTube, là, je vais mettre les liens en commentaire là, ou dans la description de la vidéo quand on va avoir terminé. Parce que j'ai mis une vidéo là-dessus qui explique un peu d'abord qui je suis. Certains d'entre vous devez vous demander c'est qui ce gars-là qui nous parle depuis tantôt. On venait voir Manon. C'est qui lui? Donc, il explique un peu qui je suis, pourquoi je fais ça, mais qui explique aussi qu'il y a d'autres groupes que je vais créer dans les prochaines semaines. Entre autres, des groupes pour parler d'alimentation, d'activité physique.
qui va parler aussi de comment on s'organise socialement et politiquement dans notre contexte actuel, et aussi un groupe de soutien aux entrepreneurs, plus les gens qui sont en démarrage d'entreprise, là, parce que moi, c'est ma situation, je suis en train de démarrer l'entreprise, boum, là, ça arrive, ça change complètement mes plans, donc j'aimerais ça, là, parler un peu avec des gens qui sont pris dans cette situation-là, qu'on trouve des solutions ensemble. Alors, c'est des groupes que je vais créer là, dans les prochains jours. Les liens aussi vont être partagés. Et vous pourrez donc suivre ces groupes-là qui ne seront pas limités au centre-sud. Donc, ça va être des groupes là, à l'échelle du Québec, mais pour aborder ces questions-là. Et bien sûr, il y a certaines publications, on va faire du cross-posting. Là, vous allez voir des publications dans le groupe centre-sud de ces autres groupes-là. Donc, si vous voulez, vous pourrez aller les suivre par la suite. Donc, on a peut-être en terminant une suggestion de lecture, Novecento pianiste d'Alexandro Barrico. Oui, merci beaucoup. Recommandation, effectivement, une bonne recommandation de lecture. Voilà. Donc, écoutez, si vous voulez continuer à échanger, à parler, vous pourrez le faire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Moi, je vais essayer de conclure ça là, pour faire en sorte que je puisse mettre la vidéo donc, sur YouTube et sur ma page Facebook et pas l'allonger là, indéfiniment. Parce que le but d'abord, c'était un appel avec Manon Massé pour les gens qui se sont joints en cours de route. Manon Massé était là au tout début, elle a répondu à plusieurs de nos questions. Manon Massé, là, que je rappelle, qui est députée donc, de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, élu une première fois en 2014 et réélu en 2018. Et d'ailleurs, qui a un long parcours d'implication par rapport notamment au mouvement des femmes, au niveau de la Fédération des femmes, à la Marche du pain et des roses, donc une grande implication là, de la part de Manon Massé et qui culmine là, maintenant au niveau, pas qui culmine, là, mais qui se poursuit, je dirais, dans son implication au niveau en tant que député de Sainte-Marie-Saint-Jacques et co-porte-parole du Parti Québec solidaire. Alors sur ça, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. En si grand nombre, je vois les commentaires, ça continue. Écoutez, continuez à en mettre des commentaires si vous le souhaitez, mais surtout, allez sur le groupe. Une fois que j'aurai terminé, là, parcourez les publications, répondez aux différentes questions. Il y a eu plusieurs questions du jour qui ont été posées. C'est toujours valide. Vous pouvez aller mettre vos commentaires. Rendons cette communauté-là vivante. Donnez-lui vie. C'est vous qui en êtes les principaux artisans et artisanes. Donc, je vous invite vraiment là, à y participer et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi élargir. Vous pouvez inviter aussi des gens en haut à droite du groupe. Vous allez avoir un champ. Vous pouvez mettre des noms de gens que vous connaissez qui sont du quartier pour les inviter aussi à joindre le groupe. C'est une façon là aussi de contribuer là, à la communauté. Donc, ça serait fort apprécié. Alors, sur ça, écoutez, mon nom est Jean-Sébastien Dufresne. Je vais peut-être vous partager, je vais le mettre dans les commentaires, en fait, dans la description de la vidéo, le courriel de Manon Massé pour lui écrire, le numéro de téléphone aussi de son bureau de circonscription. On va mettre les coordonnées à cet endroit-là, ainsi que les liens pour, entre autres, ma page personnelle, la chaîne YouTube et éventuellement les autres groupes là, dont je vous ai parlé, que vous pourrez aussi aller vous joindre et aller suivre. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, ça me fera plaisir là, de vous répondre et de pouvoir échanger avec vous dans les prochains jours. Parce que, comme on l'a dit, on est ensemble, cette situation-là va continuer pendant un bon moment, pendant plusieurs mois. Donc, on est résilient, je pense qu'il faut qu'on se tienne les coudes serrés. Merci beaucoup, bon courage, on se reparle bientôt.